Bien, alors, on va aborder effectivement les analyses de fond. Je remercie les organisateurs du colloque de m'avoir convié à participer. J'improvise un peu parce que c'est pas que je ne connais pas le système, parce que je suis à la fois une patrimoniale et une fiscaliste. Donc ça, je voudrais dire justement sur ce point deux choses. D'une part, quand on compare les ministères Malraux et ministères Lang, il est convenu de dire, enfin certains disent, je ne les citerai pas, que Malraux est un Lang qui n'a pas réussi et qui n'a pas eu les moyens de sa politique. Bon, la loi sur les dations nous prouve tout à fait l'inverse. Essayons aujourd'hui d'imaginer un ministre de la Culture qui essaierait d'obtenir cela. Ce serait un héros des temps modernes. Hein. Donc, même si les tensions budgétaires étaient peut-être moindres à l'époque, c'est quand même un exploit extraordinaire d'avoir obtenu ça. Il en a fait d'autres. Donc Malraux est un ministre du patrimoine, en même temps que de la création, et très inventif sur le plan fiscal. Il faut dire que Jacques Lang l'a été aussi, mais enfin, il n'a pas été le seul. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, la fiscalité peut être intelligente. C'est le moment de s'en souvenir et de se dire qu'on pourrait continuer de l'être, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Et je dois dire que, enfin moi personnellement, je trouve ce dispositif tout à fait extraordinaire dans la combinaison des avantages qu'il apporte. Et c'est vraiment un exemple formidable. Alors évidemment, ça suppose une entente entre la culture et la finance, comme l'a rappelé Jean de Boihu. Et ça suppose aussi qu'on ne confonde pas les contribuables et les donateurs. Voilà. Ça n'est pas une donation, ça a été dit, ce sera redit. C'est un mode de paiement de l'impôt et qui est tout à fait particulier, et pas de tous les impôts, mais quand même, il faut rappeler que depuis 1968, ce dispositif a été étendu à d'autres impôts que l'impôt pour lequel il était conçu au départ, qui est l'impôt sur les successions. Voilà. Et heureusement qu'on l'a eu, car les autres modes d'acquisition des collections, pour les collections des musées, enfin les collections publiques, eux, c'est-à-dire les dépenses budgétaires, hein, ont été considérablement restreintes. Hein, voilà. Et il reste les donations. Voilà. Alors, il y a une question quand même, je ne sais pas si il est prévu de l'aborder, c'est que va-t-il se passer pour les histoires de restitution? Enfin bon, je signale juste cette question au passage. Même si je pense que comme c'est justement un mode de paiement des impôts, les propriétaires ne se poseront pas énormément cette question. En tout cas, ils se la poseront moins que les donateurs qui, eux, ont du souci à se faire quand ils collectionnent l'art africain. Bon. Voilà, ces trois mots introductifs avant de donner la parole aux vrais spécialistes. Donc nous allons, avant la pause lourdement soulignée par Laurent Lebon, nous allons d'abord donner la parole à Jean-Raphaël Pellas qui va nous parler de la genèse du texte selon effectivement les bonnes habitudes que je salue de mes Maulois, hein, et qui plaisent particulièrement au comité d'histoire et aux juristes du comité d'histoire, dont Marie Cornu est depuis quelque temps membre. Et Madame Chastanier va nous parler ensuite de l'application concrète, c'est-à-dire comment la datation enrichit les collections. Voilà. Je donne la parole donc à M. Pellas, qui est professeur à l'Institut supérieur de commerce de Paris et chercheur associé à l'Université de Paris-Sud. Il est aussi chargé de mission fonds d'AFIP, il va nous expliquer tout ça. Voilà.